parlons de l'UPR. Quelle est l'actualité du parti? On conclura cet entretien d'actualité par un tour d'horizon sur notre mouvement. La première chose que je voudrais dire, c'est un immense remerciement à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au financement de la campagne pour les élections européennes. Vous savez, je vous l'avais annoncé, nous avions eu des petits surcoûts, enfin des surcoûts quand même significatifs pour les élections européennes, et j'avais fait un appel à dons. J'avais indiqué, c'était plus 1 200 000 euros, mais 1 500 000 euros dont nous avions besoin. Eh bien, il y a eu une bonne mobilisation et il y a quelques jours, nous avons atteint et dépassé le cap des 1 500 000 euros récoltés depuis le mois de novembre de l'année dernière. De telle sorte que, je vous l'avais dit aussi, nous avions une phase financière un petit peu difficile. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas péril en la matière. Si un jour il y avait péril en la matière, je vous dirais il y a péril en la matière. Je suis quelqu'un toujours de franc et d'honnête. Mais il n'y a pas péril en la matière. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura jamais péril en la matière. N'oubliez pas que je suis quand même inspecteur général des finances et que je regarde quand même les évolutions budgétaires de façon minutieuse. Et nous prenons toujours des mesures qui sont toujours très raisonnables financièrement. La première d'entre elles, vous le savez, étant que j'ai fixé comme ligne directrice à notre mouvement politique de ne jamais avoir d'emprunt bancaire pour ne jamais dépendre d'une banque. Eh bien, je suis content, je suis heureux, je suis fier de toute la communauté UPR parce que nous avons atteint les 1 500 000 euros. Nous avons eu une baisse de trésorerie, une trésorerie assez faible pendant le mois de juillet-août parce qu'il fallait solder les frais d'imprimeur, il fallait envoyer tout ça à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il y avait les commissaires aux comptes qui suivaient tout ça. Ici, Madame Gargasson, notre responsable de la comptabilité sur ces questions, a passé une grande partie de son mois de juillet, de son mois d'août sur ces questions. On a vraiment suivi ça très minutieusement. Maintenant, là, on a franchi ce cap. Nous n'avons pas eu besoin de faire d'emprunt, fût-ce même un emprunt de trésorerie. Donc un grand merci à tout le monde pour cela. J'ajoute, on va laisser souffler les gens quelques semaines, mais que bientôt je lancerai un nouvel appel à dons pour le financement des élections municipales. J'y reviendrai dans un instant. Mais en point numéro 2, après cette affaire de dons, je voudrais revenir sur ces élections européennes pour vous parler de ce qui se passe au Conseil constitutionnel. Si vous avez suivi notre actualité sur notre site internet et sur nos pages Facebook, vous savez peut-être que nous sommes intervenus directement au Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que le Parti fédéraliste européen a eu l'idée, judicieuse il est vrai, étonnante de sa part compte tenu du score très très faible qu'il a obtenu aux élections européennes, puisqu'il a obtenu 0,05% des suffrages. C'est un parti fédéraliste européen, mais qui a au moins le mérite d'être dirigé par des gens qui ont des convictions sincères pro-européennes, à la grande différence des partis européistes qui ne sont pas plus européistes que moi, mais qui font semblant pour faire carrière fût-ce au prix de la destruction de notre pays. Parti fédéraliste européen, ce sont des gens qui sont tout petits, mais qui croient sincèrement dans l'idée qu'un jour il y aura une Europe fédérale. Bon. Ce parti s'était pourvu devant le Conseil d'État au sujet du seuil d'éligibilité de 5% nécessaire pour avoir des députés au Parlement européen. Le Conseil d'État, le 31 juillet dernier, je vous en avais tenu informé, a jugé que la question qui avait été soulevée était suffisamment importante pour transformer ça en QPC, comme on dit, question prioritaire de constitutionnalité, transférée au Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a validé le seuil de 5% des suffrages pour des élections partielles en France au motif que c'était nécessaire pour faire apparaître une majorité de gouvernement. Même si le Conseil constitutionnel l'avait remarqué, même si c'est contraire aux articles 3 et 4 de notre Constitution qui posent le principe de l'égalité des électeurs devant le suffrage universel. Or, ce seuil de 5% pose un problème. Si vous avez 4,8% des suffrages aux élections européennes, vous avez 0 député. Si vous avez 5,2, vous avez 3 députés. Donc il y a un problème, c'est que les 4,8 qui ont voté pour un parti qui n'a pas atteint les 5% ne sont pas traités sur un plan d'égalité. Le Conseil constitutionnel avait jugé néanmoins que c'était acceptable dans la mesure où il était nécessaire de constituer une majorité de gouvernement. Sauf que là, il ne s'agit plus d'une majorité de gouvernement puisqu'on est au sein de l'Europe. Là, la France est un État sur 28. Et de toute façon, le Parlement européen ne nomme pas le gouvernement. Et le gouvernement, donc le Parlement européen est une espèce de parlement croupion. Et avec d'ailleurs des conglomérats de majorités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres de toute façon. Donc l'argument constitutionnel majeur utilisé par le Conseil constitutionnel pour juger
que ce seuil d'éligibilité de 5% était une entorse aux articles 3 et 4, mais qui était justifié par le fait qu'il fallait faire apparaître une majorité de gouvernement, cet argument ne tient plus. C'est ce que le Conseil d'État avait soulevé et donc a transféré au Conseil constitutionnel. Or, eh bien, nous avons, notamment par l'intermédiaire de nos juristes, et je voudrais rendre hommage ici à notre jeune jurisconsulte, qui nous a conseillé de faire une intervention directe auprès du Conseil constitutionnel, comme nous en avons le droit, comme on a le droit, toutes les personnalités ou toutes les personnes morales ou physiques qui ont un intérêt particulier dans une question prioritaire de constitutionnalité. Nous avons donc fait une intervention directe au Conseil constitutionnel par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est le cabinet de maître Antoine Lyon-Caen, qui est un très grand cabinet sur la place de Paris, très connu. Maître Antoine Lyon-Caen étant une sommité à la fois en matière de droit social, mais aussi sur, justement, les QPC. Maître Antoine Lyon-Caen qui a fait ses classes auprès de Maître Badinter. Maître Antoine Lyon-Caen a donc accepté de défendre nos intérêts au Conseil constitutionnel. Nous avons donc produit une intervention qui a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs, à part nous, il y a également le parti animaliste, donc le Parti fédéraliste européen, qui ont été les premiers demandeurs, le parti animaliste, et puis également un avocat franco-allemand, mais qui a eu à connaître de ces affaires, puisque la même question s'est posée en Belgique et en Allemagne, et dans les deux cas, en Belgique comme en Allemagne, les autorités judiciaires suprêmes ont jugé que le seuil de représentativité n'avait pas lieu d'être pour les élections européennes. C'est comme ça que le seuil de 5% en Allemagne a été jugé inconstitutionnel en Allemagne par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Donc les Allemands ont supprimé le seuil de représentativité. Alors maintenant, où en sommes-nous ? Nous en sommes au fait que nous attendons que le Conseil constitutionnel se décide, prenne une décision. Au vu des interventions qu'il a obtenues, donc du Parti fédéraliste européen, du Parti animaliste, d'un avocat franco-allemand et de l'Union populaire républicaine, celle-ci étant défendue par le cabinet de maître Antoine Lyon-Caen. Et de l'autre côté, le gouvernement, M. Édouard Philippe, Premier ministre, a produit un mémoire en défense pour exposer auprès du Conseil constitutionnel que la loi qui avait été électorale, qui avait fixé le seuil à 5%, eh bien, était bien constitutionnelle. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Notons au passage que ni DLF, ni l'UDI, ni Urgence Écologie, ni Lutte ouvrière, ni les petits partis et les autres petits partis n'ont fait d'intervention auprès du Conseil constitutionnel, pas plus d'ailleurs que les grands, puisqu'on aurait pu concevoir aussi que des grands partis essaient de défendre le point de vue qu'il était légitime d'avoir un seuil de 5%. Que va-t-il se passer ? Le Conseil constitutionnel, il a deux choix maintenant. Soit il juge que la loi n'est pas anticonstitutionnelle, auquel cas l'affaire s'arrêtera là. Soit il fait droit aux demandes du Parti fédéraliste européen, du Parti animaliste, de cet avocat et de l'Union populaire républicaine, et il juge inconstitutionnelle la loi, en tout ou partie. Il peut tout décider, on ne sait pas. Il peut décider qu'il y a un seuil peut-être de 20%, mais a priori, s'il supprime le seuil, il supprimera tous les seuils. Alors, nous attendons d'ailleurs, nous allons faire un deuxième mémoire, une deuxième intervention, et Maître Lyon-Caen, je crois, ira plaider oralement notre cause devant le Conseil constitutionnel dans des débats qui, paraît-il, devraient être enregistrés. Et bien entendu, si c'est enregistré par le Conseil constitutionnel, nous essaierons de nous procurer les enregistrements pour que vous voyez notre avocat défendre les intérêts de l'UPR devant la plus haute juridiction française, le Conseil constitutionnel. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Le Conseil constitutionnel doit prendre sa décision dans les 3 mois suivant la saisine, c'est-à-dire puisque la saisine par le Conseil d'État a eu lieu le 31 juillet, ça veut dire le 31 octobre, jour c'est amusant, mais c'est le même jour que le Brexit. Donc avant le 31 octobre, avant le 1er novembre, le Conseil constitutionnel devra avoir pris sa décision. Il peut décider soit de juger constitutionnel, soit de juger inconstitutionnel. Et si c'est inconstitutionnel, à ce moment-là, est-ce qu'il décide que ça s'applique tout de suite ou est-ce qu'il décide que ça s'applique plus tard ? Si, d'aventure, il décidait que ça s'appliquait tout de suite, c'est-à-dire ce qui serait légitime, puisqu'il y a de nombreux exemples en la matière de décisions du Conseil constitutionnel qui s'appliquent tout de suite sur des contentieux électoraux, eh bien, s'il décidait ça, il faudrait donc qu'il y ait un remaniement des attributions de postes de députés,
et donc des députés au Parlement européen. Normalement, donc, le Front National, enfin le Rassemblement National, En Marche, ELV, les Républicains devraient perdre quelques sièges. En revanche, d'après les calculs qui ont été faits par le journal Libération, eh bien, DLF pourrait avoir 2 sièges qu'ils n'ont pas. Le Parti animaliste, 2 sièges. Urgence écologie, l'UDI, 1 siège chacun. Et le dernier à avoir un siège, ce serait l'Union populaire républicaine qui aurait 1 siège. Évidemment, ce serait un coup de théâtre dont nous vous tiendrons, bien entendu, nous vous tiendrions informés. Voilà. Autrement dit, comme vous le voyez, nous ne perdons pas le Nord, nous nous battons toujours avec opiniâtreté, même si nous n'en faisons pas des gorges chaudes, même si on vous explique pas toujours ce qui se passe, soyez assurés. Et je rends hommage ici à notre équipe de juristes, et à notre équipe au permanent, soyez assurés que nous sommes là à travailler, à défendre toujours l'intérêt de la France. Au passage, cette intervention devant le Conseil constitutionnel, le ministère d'un avocat au Conseil, etc., tout ceci coûte évidemment des frais, de l'argent, comme d'ailleurs les instances que nous avons actuellement chez Maître Assous, en ce qui concerne le droit de la presse, des attaques en diffamation que nous avons effectuées, tout ça coûte de l'argent. Donc je le signale, nous avons besoin toujours de vos dons pour pouvoir défendre les intérêts de l'UPR, vos intérêts du peuple français. 3e point concernant l'UPR, la braderie de Lille, ça s'est très bien passé. On a mis une petite vidéo. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu une file d'attente. Ça n'a pas, entre 14h15 où je suis arrivé jusqu'à 19h, ça n'a pas des amplis, Il y avait toujours des gens qui venaient pour avoir des selfies, adhérer à l'UPR. On a fait une dizaine d'adhésions, avoir des dédicaces, discuter avec moi ou avec les personnes qui m'accompagnaient. Il y avait quand même, notamment, je rends hommage ici à Olivier Durnet, notre délégué régional, à Eliès Benelab, notre délégué départemental, également à Michael van der Weghe qui a été très opérationnel. Je voudrais rendre aussi hommage à Séverine et à toutes les équipes. Je ne vais pas citer tout le monde, les équipes du Nord, toujours extrêmement chaleureux, toujours sympathiques, qui ont très bien organisé toute cette affaire. Je voudrais leur rendre hommage. Nous avons bien réussi cette braderie de Lille comme les autres années. C'est à chaque fois un moyen pour nous de tester la popularité de l'UPR, et nous avons pu constater ce que j'ai constaté quand je me suis rendu en Seine-Saint-Denis, quand je me suis rendu dans le Cantal et en Auvergne, quand je me suis rendu dans les Landes et dans le Sud-Ouest. Eh bien, à chaque fois, je mesure, ou à Paris, je vois que la notoriété de l'UPR est en croissance, que nous avons de plus en plus de gens qui nous suivent. Beaucoup de jeunes, des gens parfois aussi qui nous suivent avec inquiétude parce qu'ils sont pas d'accord, mais des gens que désormais l'UPR petit à petit est en train de sortir de l'anonymat absolu, de l'ombre dans laquelle les grands médias ont voulu nous maintenir, tout simplement parce que nécessité fait loi. De plus en plus de Français comprennent que la construction européenne est en train de virer au n'importe quoi. De plus en plus de Français regardent ce qui se passe au Royaume-Uni. Et actuellement, les Français réfléchissent et regardent bien ce qui se passe avec le Brexit. Pour conclure sur l'UPR, 2 choses encore. Je rappelle l'Université d'Octobre. On va mettre dans les tout prochains jours le formulaire d'adhésion. D'inscription à l'Université d'Octobre. Je rappelle que ça se tiendra le vendredi 4 octobre dans l'après-midi en soirée pour les cadres du Bureau national et du Conseil national. Le public, lui, sera admis à partir du samedi 5 octobre au matin où nous aurons 2 tables rondes dont l'une sera consacrée au Brexit. Puis ça sera suivi du discours de rentrée du président de l'UPR, c'est-à-dire de moi-même. Et puis sera suivi de notre traditionnel tombola. C'est la grande journée du samedi de l'université qui attire de plus en plus de monde. Je rappelle qu'il y avait plus de 1200 personnes l'année dernière. Ceci étant ponctué de petits déjeuners, et dîners à des tarifs tout à fait bien calculés. Ça se tient à Valère, comme l'année dernière et l'année précédente, non loin du château d'Azel-Rideau. Cette fois-ci, on ira visiter, ceux qui le veulent en tout cas, iront visiter avec moi le château de Villandry et ses très beaux jardins. Voilà, cette université d'octobre, ça sera donc vendredi 4 pour les membres du Bureau national et les membres du Conseil national de l'UPR. Et puis le samedi 5 et le dimanche 6 octobre, ce sera ouvert au public, le dimanche 6 au matin étant notamment consacré à la préparation des élections municipales. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais conclure. Sur ces élections municipales, nous sommes en train en ce moment de préparer d'arrache-pied ces élections municipales.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous allons essayer de présenter plusieurs dizaines de listes de l'UPR dans des villes moyennes de plus de 10 000 habitants. On sera certainement également dans quelques grandes villes, très probablement à Bordeaux, très probablement à Nice, avec des listes UPR pures. Et puis nous aurons des listes UPR dans toute une série de villes de 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 80 000 habitants, 100 000 habitants. On va essayer d'être présent le maximum parce qu'un parti politique, ça doit se présenter aux élections, parce qu'au cours des 6 mois qui vont s'ouvrir maintenant, qui se sont ouverts jusqu'au dépôt des listes, eh bien on a l'occasion de constituer une liste, on a l'occasion de labourer le terrain. C'est ce que je fais. Je me suis déjà rendu dans pas mal d'endroits de France. Je vais continuer. Je vais me rendre en Seine-Maritime, en Seine-et-Marne, très probablement également en région PACA au cours des semaines qui viennent, avant même l'université de Valère. Pour ces élections municipales, nous avons besoin d'engagement. Il faut que tous les adhérents, tous les sympathisants de l'UPR qui ont envie nous le fassent savoir, nous écrivent en disant voilà, je suis partant, j'habite dans telle ville, et si éventuellement vous avez besoin de quelqu'un, eh bien je fais acte de candidature. Manifestez-vous à nous. Nous avons Rémi Renaud qui a rejoint l'équipe du siège qui va être dédiée spécialement à cette préparation, avec bien entendu le soutien notamment de Benjamin Arbre, le secrétaire général, et puis le mien aussi, et puis celui de Catherine Gargasson, etc. Mais nous allons avoir, et puis de notre service communication, on vous expliquera, à toutes celles et à tous ceux qui sont intéressés, on vous expliquera comment ça fonctionne, les élections municipales. Et puis nous lancerons une cagnotte, parce que le coût des élections municipales est très très inférieur au coût des autres élections, parce que c'est d'abord une campagne de terrain, mais il y a quand même des coûts à assumer. Et normalement, dans la tradition, c'est que ce sont les candidats qui payent les coûts, qui sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu et qui sont remboursés si on dépasse 5%. Dans tous les partis politiques, ce sont les candidats, les premiers de liste en général, qui contribuent au coût. On essaiera de faire pareil, mais vous connaissez la tradition de l'UPR, c'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de faire en sorte que le mouvement politique puisse aider ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent à être candidats, et donc il y aura un soutien sans doute du parti pour une petite quote-part plus ou moins grande des coûts qu'il y aura dans ces élections. Des coûts qu'il ne faut pas surestimer. Une ville de, par exemple, 30 000 habitants, ça fait à peu près 20 000 électeurs. 20 000 électeurs, ça fait à peu près 15 bureaux de vote. Ça veut donc dire 15 affiches. Allez, mettons une centaine d'affiches si on veut les recoller, puis si on veut en mettre un peu partout. Une centaine d'affiches. Ça veut dire 20 000 électeurs, 20 000 professions de foi, et puis ça veut dire 10 000 bulletins de vote. Voilà. Le coût, c'est 3 000 à 4 000 euros. Donc ce ne sont pas des sommes démentielles d'avoir ça pour une ville. Le reste, c'est d'aller sur le terrain, discuter avec les gens, faire campagne. Je vous y invite toutes et tous ceux qui sont intéressés à quitter derrière leur écran d'ordinateur des hommes, des femmes, des personnes âgées, des retraités, des étudiants, des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, des cadres, des ouvriers, des agriculteurs, des personnes qui travaillent dans l'industrie de services, entre deux âges, des gens, quelles que soient vos conditions, eh bien voilà, c'est le moment. C'est le moment de vous engager pour faire la politique, parce que les élections municipales, ce sont les élections qui sont les plus proches du terrain. C'est une excellente occasion de commencer à vous engager visuellement en politique en intégrant une liste aux élections municipales. J'aurai l'occasion d'y revenir. D'ici là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. Je vous souhaite plein de santé, du bonheur pour tout le monde, ou du moins une vie, si possible, un peu moins dure, un peu moins difficile. Il faut se mobiliser. Je suis absolument convaincu que nous allons vers des jours meilleurs, du moins pour ce qui concerne notre mouvement politique. Hélas, je crains beaucoup pour la France qui est en train de s'enfoncer dans l'utopie européiste plus que jamais. Merci d'avoir été là, merci pour votre fidélité. Vive la République et vive la France.